C'est bon les gars, je crois que c'était la dernière salve d'articles sur Batfleck et Henry Cavill. Eh oui, ça paraît assez définitif, il semble que cette fois ça soit terminé pour de bon pour les Batman et Superman du DCEU, alors s'il existe encore évidemment, hein, et je serais curieux de savoir depuis de nombreux mois combien d'articles à ce sujet ont été écrits depuis le temps qu'on nous l'annonce. Ça serait marrant de compter quoi. Alors j'imagine que certains sont tristes, que d'autres sont contents, que d'autres s'en foutent royalement. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et tout de suite vous êtes dans le JT Comics et c'est les news de la semaine. Mort du respect. Et cette semaine a plusieurs preuves que le respect est en état de mort clinique, hein, et ça se passe dans les adaptations de nos comics de super-héros favoris. Alors des histoires a priori de justice et de bienveillance, même si on sait, ne soyons pas dupes, que derrière la création des deux plus grands super-héros se cachent de terribles injustices, hein, Superman et Batman. Et oui, cette semaine est sorti le premier numéro de la série Titans, dans lequel on a pu voir certains personnages, Dick Grayson qui a été créé par Bob Kane, par Bill Finger et par Jerry Robinson, Hawk and Dove qui a été créé par Steve, Ditko et Skeets, Beast Boy qui a été créé par Arnold Drake et Bob Brown, ainsi que Raven et Starfire, créés par George Perez et Marv Wolfman, qui au passage ont fait vivre ces personnages pendant de nombreuses années dans les Teen Titans, dans les New Teen Titans, et pas une seule mention n'a été faite de ces créateurs dans le générique, et c'est une honte car ça ne coûte absolument rien, zéro, nada, de les créditer quelques secondes dans un générique que de toute façon peu de monde regarde au final. C'est Jerry Conway, co-créateur du Punisher, entre autres, hein, qui pousse une gueulante sur Twitter et dit pouvoir le faire grâce à son statut de retraité du monde des comics, donc il peut ouvrir sa gueule, et contrairement à d'autres créateurs dont il sait de sources sûres, hein, dit-il, qu'ils sont d'accord avec lui mais qui n'osent pas pousser de gueulante de peur de perdre leur emploi déjà précaire. On a vu d'ailleurs cette semaine que le scénariste Chuck Wendig s'est fait virer de chez Marvel, donc on ne veut pas de vagues, hein, chez les éditeurs, alors que dans la société américaine on a plutôt l'impression qu'un rat de marée est en train de couver dans la cocotte minute. Dans la série on voit tout juste un basé sur des personnages de DC, hein, comme si c'était créé tout seul, comme par magie, comme ça, hein. Alors à moins que DC ça veut dire Dominique Chapat, mais je pense que lui c'est plus les bagnoles. Alors c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup, hein, d'autant que Geoff Johns est crédité deux fois, une fois parce qu'il a aidé à écrire le script de ce premier épisode, une deuxième fois parce qu'il est producteur exécutif, et en tant que nouveau directeur créatif de la boîte à qui gère l'adaptation en live action et en animé des propriétés de chez DC, DC Entertainment, je pense qu'il devrait s'expliquer à ce sujet. D'autant qu'il est aussi scénariste de comics, donc il sait ce que c'est le type. Et la preuve que ce n'est pas compliqué, hein, Marvel le fait bien pour ses séries Netflix. Je fais un léger hors-sujet, hein, pour parler de Terry Rossio, l'un des scénaristes du dessin animé Aladdin originel, hein, qui a vu que son texte avait été repris mot pour mot dans la bande-annonce du live-action adapté par Guy Ritchie, et qui dit qu'il n'a évidemment ni été contacté, donc je vous laisse imaginer s'il a été payé, évidemment que non. Donc Disney pareil, et c'est pas réglo quand on parle d'entreprises qui sont multimilliardaires. Et dans un autre genre, vous avez peut-être vu les images de la scène du métro, hein, pour le nouveau film de Todd Phillips sur le Joker avec Joaquin Phoenix. Eh bien, un mauvais délire ça aussi, hein, pour quelques figurants qui auraient été bloqués dans une rame de métro, donc la production les empêchait de sortir alors qu'ils voulaient simplement aller pisser ou prendre une pause, qui est syndicalement autorisée à partir de 2 heures. Là le tournage avait pris du retard, donc non, pas de pause, pas de pipi, donc certains, et probablement des mecs, ont dû pisser entre les wagons. Il y a eu une plainte de déposer aux autorités compétentes, mais du coup si le film sent la pisse, vous saurez pourquoi. À l'aveugle. Tiens, une info insolite, hein, puisque devinez quel appartement bien connu on a vu débarquer, hein, sur Craigslist, donc l'espèce de Le Bon Coin américain. L'annonce dit un loft spacieux au cœur de Hell's Kitchen, dont le précédent propriétaire est parti sans prévenir, laissant tous ses meubles à 2 pas d'un club de boxe, d'un tribunal et d'un cabinet d'avocats, et il termine avec un si bel appartement que vous aurez l'impression de vivre une double vie, disponible à partir du 19 octobre. Et comme par hasard, le même jour que la sortie de la saison 3 de Daredevil sur Netflix, qui est très attendue, qui est approuvée par les critiques, mais il nous tarde de nous faire notre propre avis. Et donc un très très beau coup de com'. Et d'ailleurs on remarquera que l'annonce se termine avec une vue imprenable sur Hell's Kitchen depuis les grandes baies vitrées. Pas sûr que ce soit l'argument qui ait convaincu Matt Murdock. Putain Sony, putain! Bon, j'aurais pu appeler cette news un mort du respect volume 2, hein, puisqu'on va parler de Venom et de cette interview qui m'a beaucoup surpris, hein. Je parle de celle de Richard Wenk, hein, qui est chargé d'écrire et de scénariser le film sur Kraven The Hunter, et il dit que Kraven fera un face-à-face avec Spider-Man en personne.
Mais putain, le mec il a le nom d'un Teletubbies et il m'oblige à faire plein d'explications. Bon, je ne suis pas de ceux qui hurlent qu'il ne pourra jamais exister de la vie, never, un bon film de Venom sans Spider-Man. Non, alors je reconnais, et ça il faut faire très attention, je le dis, que le personnage il est intrinsèquement marqué par son passif avec l'araignée, avec Spider-Man, mais dès les premières années de la création de Venom, en 91, 3 ans après, quoi, il existe de très bons chapitres solo dédiés à Eddie Brock. Et je pense notamment à l'annual de Amazing Spider-Man numéro 25, où on voit Eddie Brock, qui s'est évidemment évadé du Rift, il passe sa vie à s'évader, Redouane Faïd, qui est pris en autostop par une famille avec un bébé qui va empêcher un hold-up, et donc dans un diner sur une aire d'autoroute, et donc il finit même par embrasser le bébé en disant qu'il faut à tout prix préserver son innocence. Donc sans plus, ces one-shots servaient à affiner la personnalité assez complexe, et surtout le positionnement moral assez complexe de Venom dans le corpus de Spider-Man. Après il y a eu Carnage qui a aidé pour ça aussi. Je pense aussi au Marvel Graphic Novel numéro 68, et donc Avengers Death Trap, où on voit Venom devenir le chef d'une mutinerie, et donc en plus il tient le journal de la prison, et donc de The Vault, donc c'est la première fois qu'il fait face officiellement aux Vengeurs. On peut citer également son apparition dans la série Dark Hawk, donc où ce dernier atterrit sur l'île des Caraïbes où Venom a eu le domicile après qu'il pense avoir tué Spider-Man. C'est Venom en mode Koh-Lanta, il manque que Denis Brognard. On pourrait aussi parler de son effroyable team-up avec Wolverine par Howard Mackie et Sam Keith. Enfin, ça c'était dans Marvel Comics Presents, donc ça c'était cool, mais bon c'est un petit peu à part parce que certes il faut Wolverine. Bref, mais en tout cas, si c'est possible, comme a l'air de le sous-entendre Tinky Winky, s'il y a bien un film qui avait besoin de Spider-Man et d'être R-rated, mais ça c'est un autre débat, c'est clairement Venom et pas Kraven. Alors nous on est des geeks très sereins, on pouvait attendre en écoutant du Lady Gaga d'ailleurs que le même deal soit trouvé pour Venom que pour Don Craven, si ce n'est pas encore un sac à merde de rumeurs, ça cette affaire. Enfin bref, ça finalement c'est aussi peu logique que de se torcher par l'avant. Gardiennage. Une campagne de teasing assez particulière pour le reboot des Gardiens de la Galaxie par l'un des couples créatifs tendance et gagnants du moment chez Marvel, Donny Cates et Geoff Shaw. On a eu droit à un teasing de 11 personnages pour apprendre que seulement 6 d'entre eux seraient sélectionnés dans l'équipe. Ça devient aussi compliqué que The Voice et Top Chef le truc. Bref, en tout cas, pardon pour le Seigneur des Étoiles, pour Miko et pour Grand-Mère Feuillage, mais on n'avait jamais eu une équipe d'une si grosse puissance cosmique. Là, il y a ce qu'il faut. On garde la base, Star-Lord et Groot, ensuite on ajoute Moondragon, Gladiator et Darkhawk, ok. Phil Avell, qui est Captain Marvel, et qui est Martyr ou qui est Quasar, ça dépend de la période. Beta Bill Ray et Nova, alors là on commence à déjà envoyer un peu du lourd. Et on termine en apothéose, la demi-molle la plus totale avec Monsieur Adam Warlock, le Silver Surfer et le Ghost Rider cosmique. Alors avec ça il y a de quoi botter les fesses d'au moins 18 Thanos et une bonne demi-douzaine de Galactus. Donc du coup je propose qu'on garde les 11, pourquoi choisir. Et c'est comme le loto ça, donc du coup je vous laisse prédire les 6 gagnants dans les commentaires et j'offrirai un petit cadeau à ceux qui auront deviné quand on saura le roster final. Alors un petit cadeau, pas des millions d'euros, c'est pas le vrai loto, vous l'aurez compris. Pluie de news. Et on préfère quand ce sont les news qui pleuvent, et j'en profite pour faire un gros bisou et souhaiter bon courage à tous les habitants de l'Aude qui ont eu à subir de terribles intempéries. Et on commence avec une bonne nouvelle pour les libraires américains qui se sentaient un petit peu lésés par le deal entre DC et Walmart, donc de proposer du contenu exclusif pour Walmart. Ils y voyaient une forme de concurrence déloyale, surtout à une époque où les temps sont durs pour les comic shops en Amérique. Et bien DC leur offre une exclusivité à leur tour. Ils déterrent un récit de 100 pages vieux de plus de 10 ans par Marv Wolfman et Monsieur Claudio Castellini, qui était prévu à la base pour le magazine donc Superman Confidential, qui a été malheureusement arrêté après la 14e issue. Wolfman promet tout simplement sa meilleure histoire jamais écrite sur le personnage de Superman, et on peut déjà miser que ça sera illustré d'une main de maître par Monsieur Claudio Castellini, donc le maître italien, qui sera d'ailleurs au Planète Fiction à Marseille, donc le 24 et le 25 novembre, et j'aurai la chance d'y animer l'espace comics, donc on nous y verra. Mauvaise nouvelle, la série Suicide Squad Rebirth s'arrête au numéro 50, et donc certaines rumeurs parlent d'un reboot par Brian Azzarello. Tiens d'ailleurs, en parlant de lui, DC annonce regretter la polémique de la Bat-Tub qu'on peut voir dans Batman Damned numéro 1, et dit que ça a peut-être un petit peu occulté la qualité du récit qui est très bonne, et d'une certaine manière c'est vrai. Jim Lee a donc déclaré qu'ils avaient reconsidéré ce qu'était le Black Label, et si ces éléments, la Tub, a apporté quelque chose à l'histoire, danger ce raisonnement de Jim, dangereux. Dan Didio a carrément déclaré qu'il aimerait que ça ne soit jamais arrivé, pas le 11 septembre, pas la guerre du Golfe, mais
la Bat-Tub. Ce dont il faudrait parler, c'est du décalage de la sortie du numéro 2, qui était prêt à l'avance, donc il doit probablement être en train d'être édité lui aussi, alors que bon, mais il y avait eu le feu vert, merde, ça il faut bien le rappeler, contrairement à ce que Jim Lee affirme en ce moment. Et pour le fait qu'il soit épuisé et non retiré, la rumeur circule selon laquelle c'est Brian Azzarello qui avait fait inclure dans son contrat une clause de non-réimpression si l'ouvrage venait à être modifié. Et à la base, il avait plus peur pour la dernière page de l'ouvrage, qui peut être considérée comme blasphématoire, et non pour le bat d'amour. D'ailleurs, ce que ça apporte à l'histoire, ce Bat-Kiki, c'est de la spéculation, puisque un exemplaire en parfait état, donc scellé, noté 10 sur 10, donc par le CGC, s'est vendu à 1800 $ sur eBay. 1800 $, eh oui. Tiens, on reparle d'eux, mais vous avez peut-être lu l'excellent God Country de Donny Cates et de Geoff Shaw, qui est sorti chez Urban Comics en France et chez Image aux États-Unis. Eh bien, figurez-vous qu'il va être adapté à l'écran pour un film par deux sociétés de production, Legendary et Aftershock. Et ce qui est cocasse, c'est que ces deux sociétés de production sont aussi éditrices de comics, mais qu'aucune n'édite de God Country, puisque c'est Image. Et enfin, vous connaissez peut-être The Goon, qui a une histoire éditoriale assez sinueuse, puisque ça a commencé en 99 chez Avatar Press, que au bout de 3 issues, Eric Powell n'était pas content de la qualité d'édition, donc il a attendu, il n'a plus rien livré de planche, il a attendu que les droits s'épuisent, il a récupéré, il a essayé de trouver quelqu'un d'autre, il n'a pas trouvé, donc il a fait ça lui-même comme un grand, donc il a fondé Albatros, sa société d'édition. Puis finalement, Dark Horse, au bout de quelques numéros, a dit bon ben ça on va l'éditer nous, et on apprend que tout The Goon sera rapatrié à la maison mère chez Albatros pour les 20 ans de la licence du personnage, et donc en 2019. Demain, je vous dévoile le print que m'a fait mon ami Bruno Bessadi pour la Comic Con. Ça n'a rien de regarder. Là, il n'apparaîtra pas. Donc, je vous dévoilerai ça sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram et même sur YouTube, dans l'onglet communauté. Et passons plutôt à la partie lisez, lisez et lisez, avec une semaine très chargée. Donc, si vous ne devez retenir qu'un comics cette semaine, c'est Urgence niveau 3. Et donc, le comics du World Food Program édité par Bliss en France. Et donc, moi, j'avais lu la première partie de Josh Dysart sur l'Irak en ligne, puisque c'est disponible gratuitement, mais le travail d'édition est impeccable, un grand format, ça c'est cool chez Bliss. Des dessins magnifiques de Ponticelli ou de Masioni, et bon évidemment, c'est un comics qui parle d'une crise humanitaire, donc c'est pas du divertissement à proprement parler, mais c'est très enrichissant, et ça aide à développer peut-être un petit peu d'empathie dont on a cruellement besoin en ce moment dans le monde, selon moi. Yippee-ki-yay, pauvre con, Rokirama a sorti son hors-série spécial Die Hard, j'en suis à la moitié. C'est une tuerie, et donc on laisse la parole à ceux qui ont fait le film. Donc on culmine avec John McTiernan, mais vous avez le scénariste, vous avez plein de trucs, vous avez la comparaison avec le livre, parce que c'est un livre à la base. Excellent hors-série de Rokirama qui cartonne à chaque fois. Je sais pas comment ils font. Et enfin, la biographie de Frank Miller par Jean-Marc Lenné aux éditions Fantasque. Il avait déjà sorti un récit sur la place de la ville dans le corpus donc, de Frank Miller. Ça, c'était chez les Moutons Électriques. Et donc là, il remet ça. J'ai pas encore lu. Il faut que je m'y attaque. N'oubliez pas qu'on se retrouve pour la Paris Comic Con dans 2 semaines. J'aurai l'occasion d'animer le Tuer Deadpool sur le stand de Panini. Donc le comics dont vous êtes le Deadpool. On se retrouvera aussi pour une petite conférence. Ouais, 2 séances de rencontres donc avec vous. Je pourrais vous donner mon tout nouveau print que je vous montrerai demain. Ensuite, il y aura l'Euro Festival, il y aura le Planet Fiction, et je crois que ça fera un bon petit mois d'octobre et de novembre. C'est la fin de ce JT. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, dans les commentaires de YouTube. Je sais que vous êtes énormément nombreux à partager, à retweeter, à mettre des pouces bleus, à me laisser vos petits messages pour le bandeau. Donc je vous remercie, je vous fais de gros bisous, et je vous donne bien rendez-vous dès la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Il est méchant, Venom. Il est méchant. Oh non. Merde. Maintenant, on va avoir droit à une flopée d'articles sur les rumeurs, sur les remplaçants, sur les meilleurs remplaçants potentiels.